cabane, le camp de Gurs se donne à voir et à lire. Le temps habité et l'espace raconté y sont plus étroitement associés que, par exemple, dans l'édifice national qui se trouve aussi aujourd'hui dans cet espace. Pour l'exil espagnol, en fait, cette cabane suscite des passions plus complexes que celui du monument national, dans la mesure où elle offre un espace de déplacement, de rapprochement et aussi d'éloignement, dans le temps et dans l'espace. Le réfugié peut s'y sentir gêné, errant, perdu. C'est pour lui un élément de remémoration. Bref, j'arrive donc sur le monument, sur le mémorial national qui s'y trouve, donc qui est ici, qui a été construit en 1994 à l'initiative de l'État français sous François Mitterrand, qui débloquera à l'époque 300 000 francs français, donc ça doit faire soit environ 50 000 euros, non, pour une charpente de baraque qui symbolise donc l'internement à Gurs. Au milieu, on peut trouver une plaque commémorative donnant le nom et la nationalité des internés et le nombre de déportés en Allemagne. Partant de la dalle de béton, une voie ferrée d'environ 180 mètres symbolisant la déportation et qui sera offerte par la SNCF et conduisant à une dalle de béton entourée de barbelés et qui symbolise quant à elle les camps de concentration et d'extermination nazie. Le monument, on peut dire que, en gros, il vise à organiser une conscience républicaine avec comme enjeu le bilan politique de la France richiste. Il vient marquer le camp de Gurs par la commémoration. On peut dire que, quelque part, il est un élément de socialisation de l'espace public. Le problème, c'est que avec cette manière de procéder, c'est qu'on met tous les morts dans le même sac. Même s'ils sont morts dans des circonstances différentes, même s'ils sont morts pour des raisons différentes, tout le monde est mis dans le même sac. Et on peut dire que pour cette raison, mémoire historique et monument opèrent là une sorte de même inscription, l'un dans la durée, l'autre dans la dureté des matériaux. La mémoire collective attachée à ce mémorial s'inscrit alors dans l'espace social. À la différence de la petite cabane de l'Ange-de-Gurs, dont je parlais tout à l'heure, cet espace public invite aux commémorations et au rassemblement ritualisé. La mémoire devient un outil de management qui est supposé souder les groupes et dans le même temps renforcer les compétitivités. En effet, à une centaine de mètres de ce monument, on arrive sur le cimetière du camp. Il rassemble 1072 tombes d'internés morts au camp entre 1939 et 1943. Et de 1945 à 1962, il est resté à l'abandon. Mais en 1962, il est rénové grâce en fait à des fonds des villes et du consistoire des Israélites du Pays de Bâle, qui d'ailleurs continue en fait toujours à son entretien. Le camp de Gurs est ainsi récupéré et emblématisé par les institutions juives du Pays de Bâle. La mémoire juive, pourtant, aujourd'hui, n'est pas mon sujet d'étude, n'est pas ici, il ne fait pas partie de l'exposition, mais je trouve quand même intéressant de faire un constat par rapport à cette mémoire, et surtout par rapport à la relation à la mémoire de l'exil espagnol. D'abord, on constate qu'à l'entrée du cimetière, il y a un portail noir, au bord duquel on peut lire une plaque commémorative à la mémoire des Juifs morts au camp de Gurs. Mais il n'y en a aucune pour les Espagnols ou pour les brigadistes. Et de même, à l'intérieur, le cimetière comporte 2 stèles.
Au centre, celle des Juifs, à droite, celle des Espagnols et des brigadistes, où se trouve aussi un monument non officiel, fait dans les années 80 par les exilés espagnols eux-mêmes, où ils ont posé une plaque à la mémoire des internés espagnols et des brigadistes. Il semblerait que la mémoire de l'exil espagnol relève d'autres valeurs que celles des Juifs du Pays Basque. L'explication, elle est sans doute liée au fait historique du pacte de non-intervention, mais aussi et surtout au fait que dans le contexte géopolitique actuel, les institutions espagnoles ont plutôt tendance à privilégier l'oubli plutôt que de rappeler le passé historique. Aujourd'hui, cette exposition en est un bon exemple. On est ici parce que l'exposition a été rejetée au Parlement. À ce propos, l'histoire du camp Gurs est assez bien relatée dans la brochure distribuée par l'Office de tourisme d'Orléans-Sainte-Marie, dont on se trouve le camp, pour les 5000 touristes qui viennent le visiter chaque année. Cette brochure a été financée en grande partie par le ministère de la Défense française, la mairie de Gurs, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et le service départemental de l'Organisation nationale d'anciens combattants et volontaires de guerre, mais conçue en collaboration avec l'amicale du camp de Gurs. Toutefois, moi pour ma part, je conserve toujours des doutes assez sérieux sur la manière dont elle est présentée. Je dis ça parce que par exemple, nulle part dans cette brochure est signalé l'internement des républicains espagnols qui, par exemple, en 1945, tenteront une attaque à leur sortie du camp en Espagne, qui échouera et se terminera en un véritable massacre. Sans doute, le troisième volet de cette brochure intitulée « Gurs, symbole européen » offre-t-il un élément de réponse. Je dicte rapidement. La citoyenneté se construit non seulement sur le rappel des phases glorieuses de notre histoire, mais aussi sur l'évocation des moments sombres. Elle est l'élément fondateur de toute société démocratique. Gurs, condensé de l'histoire de l'Europe entre 1936 et 1945, appartient à un patrimoine européen qu'il convient d'assumer. Par son contenu tragique, Gurs est d'abord un espace de deuil, de souvenir et de respect. Le visiteur ne peut se permettre de négliger cette dimension. Mais le message de ce camp d'internement dépasse la simple invitation à commémorer le passé. Plus encore, 60 ans après les faits, la mémoire de Gurs conduit à une réflexion et à l'action. En son nom, des projets ambitieux sont élaborés. Leur objectif est de fournir aux citoyens des références tangibles, garanties d'un destin européen commun. Comme dirait l'historien français bien connu Nora, tout est mémoire. Toutefois, ce lieu de mémoire, le camp de Gurs, est utilisé de manière ambiguë ici. Certes, d'abord il est lieu de cérémonie et de culte cérémonial, mais il semble aussi que d'un côté, il existe une commémoration symbolique de l'exil espagnol, mais en même temps, cette commémoration nationale crée une marque autoritaire qui noie la commémoration dans la commémoration. En réalité, le lieu de mémoire qu'est le camp de Gurs constitue un exemple significatif d'une crise de l'histoire caractérisée par l'absence d'une mémoire unifiée à l'égard de certains événements. Je reprends ici Nora. Ce constat est révélateur de la politique de mémoire telle qu'elle se présente actuellement. La mémoire et le temps, non pas compris au sens chronologique, mais comme catégorie politique. Et on peut se poser la question, de quel temps sommes-nous? Peut-on être de notre temps? Le lieu de mémoire du camp de Gurs est dans le temps politique, d'abord marqué par la fin du gaullisme et du communisme, d'où, comme dirait Rousseau, la résurgence d'un passé qui n'en finit pas de passer, mais aussi aujourd'hui par celui
de la construction européenne. Dans ce contexte, force est de constater que les lieux d'oubli, qui peuvent devenir des lieux d'anamnèse, c'est des cires de remémoration, sont aussi révélateurs de l'état d'une société que les lieux de mémoire. En fait, le souvenir de l'exil espagnol aurait connu décalé dans le temps le même cycle mémoriel en France que les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale ou les souvenirs de Vichy en ce qui concerne la France vichiste. D'abord, il y a eu une première phase, en 2 temps, correspondant à la liquidation de la crise clôturée par des lois d'amnistie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puis par la mort de Franco. Cette étape est suivie d'une seconde phase, elle aussi en 2 temps, celle de l'amnésie, de l'occultation, de l'oubli, du deuil silencieux, qui culmine d'abord dans les années 1960 de la République gaulienne, où tout ce qui pouvait rappeler les divisions internes du passé, tant de l'époque de Vichy que du franquisme, qui s'y vit encore, a été refoulé. Tandis que le général de Gaulle plaçait la construction européenne sous le signe de la réconciliation franco-allemande, puis ensuite, durant les 10 premières années de la transition espagnole. Vient directement, après ça, le temps de la remémoration, de l'anamnèse. C'est-à-dire une prise de conscience, un retour progressif sur le passé refoulé, une sorte de retour de mémoire intervenant environ une quarantaine d'années après la fin de la guerre civile espagnole, qui est la durée qui correspond habituellement à la période de deuil, de refoulement d'un passé douloureux, mais aussi à la mort de Franco et la venue d'une transition, pour moi, indicible. Enfin, pour les 2 événements que sont Vichy et la guerre civile espagnole, suivie du franquisme, on est entré presque simultanément, depuis une dizaine d'années, dans une phase d'hypermnésie. C'est des cires d'une mémoire continue, correspondant à une sorte d'excès de mémoire, par laquelle les souvenirs de l'implication de Vichy dans le génocide et les souvenirs de l'exil espagnol, de la guerre civile et du franquisme occupent une place de plus en plus obsédante dans l'exercice de la mémoire, comme le démontre par exemple, ce que je vais aborder maintenant, le 60e anniversaire de la libération de Paris. Et le 24 août 2004, le maire de Paris, accompagné du président du Sénat espagnol et de représentants du gouvernement basque, catalan et d'Asturie, rend hommage aux 3500 soldats républicains qui ont participé, il y a 60 ans, à la libération de la capitale française de l'occupation nazie. Des plaques ont été posées dans différents endroits de la capitale, où on peut lire l'inscription suivante: aux républicains espagnols, principale composante de la colonne Drôme. Ces plaques commémoratives, elles ont été découvertes par le maire de Paris de l'époque, Bertrand Delanoë, en compagnie donc du président du Sénat espagnol, Francisco Raviaporo. On assisteront aussi avec une émotion peu retenue les derniers combattants espagnols, la 2e DB, qui était encore en vie. À l'époque, il en restait 3. Mais aussi des Français, d'anciens militants d'autres nationalités. D'anciens militaires, pardon. Rappelons que le 24 août 1945, ce sont les blindés espagnols qui sont entrés les premiers dans la capitale. Ils ont été envoyés à la base pour détruire les canons allemands qui protégeaient la capitale. En arrivant à l'entrée de la capitale, ils ont reçu ordre de s'arrêter pour que puissent passer les troupes françaises et rentrer dans Paris. Et c'est intéressant puisque De Gaulle se présente alors sur le balcon de la mairie de Paris et déclare: Paris, Paris, Paris détruit, Paris qui a été martyrisé, mais aussi Paris qui a été libéré par elle-même.
libéré par son peuple avec l'aide de l'armée française, avec l'appui de toute la France, de la France qui lutta, l'unique France, l'authentique France, la France éternelle. Paris, aujourd'hui ville cosmopolite, a été libérée par la moitié du monde. Des Espagnols, des Américains, des Syriens, des Marocains, des Libanais, des Canadiens. Bref, finalement, vraiment par les Français. Aujourd'hui, il semblerait que le discours de l'État français a changé. De nos jours, on peut dire que la place du combattant espagnol a évolué, en tout cas en apparence. Comme dirait encore Noah, il semble que nous avons eu le temps de la géographie dans une période de la diabolisation de cet exil espagnol sous la forme de l'épopée communiste et révolutionnaire qui faisait fusionner l'exil espagnol avec anarchie, exil espagnol et chaos. Nous étions au temps de la guerre froide et des guerres coloniales. Aujourd'hui, nous sommes au temps où, comme l'a écrit Jean-Yves Boursier, en citant Malraux, Jean-Yves Boursier c'est un historien et un anthropologue français, la France reconnaît ce qu'elle aurait voulu être plus que ce qu'elle avait été. Le 25 août 2004 paraît, pour cela, être jour de fête. Le président de la République française de l'époque, Jacques Chirac, et le maire de Paris, Bertrand Delanoë, président ce qui sera l'acte principal de la commémoration du 60e anniversaire de la libération de Paris. Place de la Bastille est offert la possibilité d'assister à un spectacle musical. Les Parisiens sont aussi invités à s'habiller dans les rues de Paris à la mode Zazou, qui faisait fureur dans les débuts des années 40. On peut se demander qu'est-ce que signifie réellement cette mise en scène de l'histoire sur les mémoires collectives. Je vais éviter de passer le film. Bon, il y a le film de... en fait, à participer à cette commémoration, on a la sensation que tout ce qui se dit sur ce qui a eu lieu durant cet événement est en réalité aussi l'identification de ce qui a eu, de ce qui demeure. C'est-à-dire que la question de l'exil espagnol reste ouverte. De la mémoire de l'exil espagnol reste ouverte. On marque le passage à d'autres temps politiques, et surtout d'autres temps politiques de la représentation. Celle qui fut organisée autour des grandes figures, comme celle de De Gaulle, ou celle fondée sur les partis, ou comme le Parti communiste. C'est-à-dire les partis qui ont structuré l'écriture et la pensée de l'exil espagnol de la Seconde Guerre mondiale et du franquisme pendant plus de 60 ans en France. Les divers faits et actions des exilés et combattants espagnols de la Seconde Guerre mondiale sont érigés alors en normes comportementales qu'il convient de tenter d'adopter, en règles qu'il faut observer et ne point transgresser. Mais évidemment, le combat pour la liberté de ces exilés espagnols est lié à un contexte particulier on peut dire qui est tout autre, celui d'il y a 60 ans. Et que, quelque part, on cherche à faire revivre aujourd'hui cette époque à travers la mémoire officielle. Du même coup, ces exilés, ou la mémoire de ces exilés, ces réfugiés, ces exilés deviennent automatiquement des héros du passé, qui, quelque part, appartiennent à une époque maintenant révolue. Pourtant, leurs faits et gestes avaient, durant la Seconde Guerre mondiale, un sens. Une raison d'être qui, en réalité, dans cette commémoration, n'est jamais précisée. Une réalité et une rationalité que ceux-ci n'auraient finalement auraient perdu aujourd'hui. En tout cas, selon les politiques, de mémoire aujourd'hui en France. Bref, on serait rentré dans un monde nouveau, empli d'humanisme. Cependant, dans le même temps, on fait en sorte que ces hommes restent exemplaires pour le futur de l'homme contemporain,
dans le sens où ils sont vecteurs de valeurs et détenteurs de qualités universelles et surtout intemporelles, telles que le courage, la volonté, la générosité, une certaine forme de patriotisme, etc. Ainsi, on fait aussi de l'exemplarité de ces exilés et combattants espagnols une fonction permanente, immortelle et infinie. On peut dire que l'on retrouve là, dans cette commémoration, une double structure du mythe, historique et anti-historique, un schème doué d'une efficacité permanente. Les discours politiques de l'historique viennent ainsi asseoir les concepts de justice et d'égalité et affirment notamment l'égalité des chances qui, il y a encore peu de temps, était loin d'être prise en compte pour ces exilés espagnols. Ces commémorations du 60e anniversaire de la libération de Paris organisent une conscience républicaine en France et tentent de le faire plus largement sur l'Europe, avec comme enjeu le bilan politique de la Seconde Guerre mondiale, d'abord de l'exil espagnol, de la guerre civile et du franquisme ensuite. Toutefois, comment parler de résistance et de liberté en exposant le traitement que réservait la France, mais aussi d'autres pays européens, aux exilés espagnols de la guerre civile et du franquisme il y a 60 ans? Il serait pertinent de se poser la question de savoir si cette vision de l'exil espagnol pourrait faire figure de récit mythique aujourd'hui et remplacer quelque part le récit de la mémoire vivante du propre exil espagnol. Si cela est le cas, cette manipulation politico-idéologique de l'histoire de l'exil espagnol aurait pour résultat de faire de ces exilés des esclaves de la conception historique moderne du temps comme continuum mesurable. Ce qui est, comme l'a dit Mauss, totalement dépourvu de sens dans la perspective humaine. Toute échelle de temps constitue un repère, mais aujourd'hui, il y a un décalage manifeste entre le temps politique et la manière dont le temps est vécu dans la mémoire collective de l'exil espagnol. Il semblerait que le temps politique poserait l'exil espagnol en position d'extériorité du temps présent. Il ferait de sa mémoire quelque chose d'impersonnel et d'abstrait. Que l'intégration de la mémoire collective de l'exil espagnol exige un effacement des différences, fussent-elles en l'espèce celles des souvenirs ou de la mémoire collective, voilà qui éclaire deux phénomènes caractéristiques du rapport de l'exilé espagnol aux périodes traumatiques de son passé. En effet, tant d'évidences proclamées par différents pays sans jamais être interrogées, conduisent alors à la permanence d'un souci politique d'effectivement garder dans l'ombre le problème de la nature du franquisme et de la collaboration de Vichy à ces crimes, pour ne parler que de la France. Une première analyse macro-anthropologique de la commémoration liée à l'exil espagnol, avec l'exemple du 60e anniversaire de la libération de Paris, permet d'en dégager les caractères généraux, donc l'ensemble de son univers symbolique et mythique. Et l'ampleur de la commémoration aussi de cette commémoration pose évidemment plusieurs difficultés d'une observation détaillée. Ensuite, cette approche seule a le désavantage de négliger les faits de la conscience individuelle, mais aussi de la conscience collective, dans le rythme mémoriel. Dégager la logique de cette mémoire collective, et ici de la mémoire de l'exil espagnol, suppose en premier lieu de s'intéresser aux actes, d'identifier les normes et les codes exprimés à travers l'examen méticuleux des séquences et des procédés rituels et commémoratifs. En fait, on peut dire qu'il est possible, à travers des événements mémoriaux relativement plus simples et minimalistes, je prendrai par exemple l'exemple ici à Bruxelles du cimetière où se trouve le monument des brigadistes. Tous les ans, il y a une commémoration, et c'est une commémoration extrêmement intéressante, puisqu'on peut repérer des phases, des moments très précis de la commémoration, qui sont des moments particuliers, qui à la fois se croisent, mais qui non plus n'ont pas vraiment, ne sont pas dans la même sphère. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on rentrerait dans un autre sujet. Bref, conclusion. On peut dire que la mémoire collective de l'exil espagnol se trouve à la rencontre de deux processus hétérogènes. Le premier concerne l'attribution des formes identitaires et mémorielles par des institutions et des agents officiels
directement en interaction avec l'exil espagnol. Le second processus concerne l'intériorisation active, l'incorporation des formes identitaires de la mémoire par les exilés eux-mêmes et leurs descendants, mais aussi, quelque part, par la population qui les entoure. Ainsi, les questions sur la mémoire collective de l'exil espagnol restent nombreuses. D'abord parce que le sujet dans son ensemble est large et dynamique, mais aussi parce qu'il est de notre temps. À cet égard, bien d'autres voies de recherche restent à explorer pour la perspective d'une compréhension des mémoires collectives. Voilà, je termine là-dessus, comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une droit à disposition quand même bien détaillée. Je t'en remercie. C'est qui est toujours compliqué parce que, comme vous avez vu, qu'avoir un historien anthropologue donne des angles très, très complémentaires, je pense, mais très différents, beaucoup plus conceptuels et une autre beaucoup plus détaillée aussi dans la trajectoire chronologique des faits et dans la structure analytique de la présentation, qui à mon avis était assez claire des deux côtés. Donc, merci pour avoir fait l'effort de nous présenter une présentation par écrit, qui travaille et qui clarifie, je crois, beaucoup de la communication. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez soulever maintenant ou des commentaires que vous voulez mettre sur la table d'une des deux présentations? Non? On est à la fin? Ah non, pardon. Allez. J'ai une question pour... on peut m'entendre, non? Je vois, on entend. Oui, ça va. Une question pour Victor. Ça se peut? C'est que vous avez expliqué combien de manifestations, de réunions, de choses de part des exiliés en Europe ont été entre les années 50 et 70. Et quoi de tout ça aujourd'hui? Le gouvernement espagnol toujours crée un mur de silence autour de la problématique des crimes de Franco. Alors, quoi? La politique espagnole, c'est-à-dire, ce sont comme on dit en Espagne, ils sont aussi les Franco. Et quoi avec tout ça, ce qu'on a fait dans les rues, dans les salles, je ne sais quoi? Rien du tout, c'est resté. Aussi. Parce qu'effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est que c'est notamment aux Espagnols de revendiquer leur propre mémoire historique. Alors que les Européens, ils ont en quelque sorte, effectivement, fait leur jeu quand Franco était toujours en vie pour revendiquer, effectivement, la fin de la dictature, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, le devoir des Espagnols serait de revendiquer cette mémoire historique qui est aplatie, mais les pouvoirs politiques, effectivement, et notamment le gouvernement actuel. Comme aujourd'hui, la commission de la Haga, qu'est-ce qui se passe à Pologne? Tant de problèmes avec tout ça. Moi, je viens d'Hollande. Alors, il y a surtout le silence autour de tout ça. Qu'est-ce qu'on... La commission de la Haga, on l'a créée pour demander attention de l'Europe, qui a toujours le silence. J'espère que ça sert un peu. Oui, il y a effectivement au niveau européen, il y a aussi, disons que l'un des aspects négatifs de derniers élargissements de l'Europe, c'est que ça a renforcé vraiment le pouvoir des partis de droite, des partis réactionnaires, de droite extrême ou d'extrême droite, etc., dont effectivement essayer de faire ce type de revendication à un niveau européen devient de plus en plus pénible. Ce n'est pas une question seulement de l'Espagne, c'est une question de tout le monde, de toute l'Europe. Je veux dire même de tout le monde, comme en Chine, en Argentine, tout. Tout à fait.
Alors je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Le silence, le terrible silence, qui règne toujours. Si vous voulez, peut-être dire quelque chose à vous autres. Oui, moi j'aurais voulu poser une question parce que vous avez parlé du corps de l'immigration économique et du boom qui s'en est suivi. Mais en fait, le véritable boom, à mon sens, c'est lors de l'entrée de l'Espagne dans la communauté européenne. C'est là où il y a eu le véritable boom. Et là, je trouve que vous n'avez pas suffisamment mis l'accent sur cette question. Donc en fait, je parle, parce que disons, je ne parle pas du contexte après la mort de Franco, parce que j'ai mis l'accent vraiment sur la mobilisation qui s'opère pendant la dictature, lors de la dictature. Et en fait, là, cet élément d'explication était, je l'ai fourni pour donner les raisons de l'immigration des Espagnols, qui n'est pas un phénomène exclusif des Espagnols, c'est un phénomène qui concerne notamment les pays du bassin méditerranéen, où il y a des situations analogues, c'est-à-dire quand je parlais du boom économique, en fait, c'est plutôt l'industrialisation, plutôt que d'un boom économique conduisant ces pays ou l'Espagne, dans ce cas de figure, à des standards de développement et de bien-être comparables à ceux oui, parce que les chemins de fer, les barrages, etc., tout ça, les autoroutes, tout ça, c'est au moment de mais en fait, c'est très simple. L'Espagne est un pays qui ne subit pas de révolution industrielle ni de révolution démographique au XIXe siècle. Bon, il y a quelques régions qui amorcent en quelque sorte ce genre de révolution, mais le fait c'est qu'au début du XXe siècle, l'Espagne a une espérance de vie, par exemple, équivalente à celle qu'elle avait au XVIIe siècle, et que du point de vue de l'industrialisation, l'Espagne des années 50, c'est c'est un pays qui est à la traîne non seulement de l'Europe, mais aussi du contexte latino-américain, par exemple. Donc c'est en fait la première phase d'industrialisation générale de l'Espagne dans les années 50 qui provoque, parmi d'autres choses, le phénomène de l'immigration massive. Pas de l'immigration, parce que l'immigration a toujours existé, bien entendu, dans un pays arriéré comme l'Espagne, mais d'une immigration qui devient massive et qui se dirige vers les pôles industriels de l'Europe ou qui sont demandants d'une main-d'œuvre peu qualifiée que les sociétés européennes ne sont plus en mesure de fournir. Avec plaisir. Yo no sé si te puedo hablar en español. Por supuesto. Vale, porque me expreso mejor. Comprend l'espagnol ou il faut assurer une traduction? Oui. Tout le monde comprend? A mí me gustaría hacer un par de matizaciones, estando de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? En primer lugar, la España de Franco fue un paso atrás en el desarrollo de un país que en los años 30 era completamente homologable al resto de Europa. Es decir, yo no estoy de acuerdo en el fracaso de la revolución industrial en España. Yo creo que en España se produjo una revolución industrial. Quizás podríamos hablar de que no acabó de concretizarse en una fórmula de carácter político como en el resto de Europa, aunque no muy diferente, con los mismos problemas de estructura del régimen entre monarquía o república. Por ejemplo, veamos Francia, ¿no? La evolución a lo largo del siglo XIX en ese aspecto, o en el mismo sentido del carácter geográfico, ¿no? Las tendencias separatistas dentro del Estado liberal español
que provenía de una monarquía confederal, que no lo olvidemos, la monarquía española del siglo XVIII era un régimen confederal. Entonces, España, yo creo que no se puede identificar en los años 30, hasta el golpe de Estado, con un país, digamos, fuera del contexto europeo. Había regiones más desarrolladas, menos desarrolladas, como en Francia, en Alemania, en Italia, y supongo que lo conozco menos aquí mismo en Bélgica. El golpe de Estado y la victoria franquista es lo que provoca un retroceso en los índices de desarrollo demográfico, económico, en general poblacionales de la sociedad española, hasta el punto que efectivamente en los años 50 hay parámetros aplicables a la sociedad española que son no ya del 19, sino anteriores, podríamos considerarlo así. Y en ese sentido es lo que quería matizar esa cuestión, y por otro lado darle un carácter a la inmigración española. Evidentemente hay que ponerla en el contexto europeo de demanda de una mano de obra muy determinada, pero yo creo que no se puede olvidar que la inmigración española tiene un fuerte carácter político. Primero, en el interior de España, no es casualidad que zonas como Andalucía, o sobre todo, y quizá voy a decir algo que le pueda sorprender, ¿no?, pero sobre todo el Valle del Guadalquivir, las provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz, nunca habían sido zonas de emigración, sino todo lo contrario, zonas de inmigración, zonas de inmigración de campesinos vascos, de campesinos gallegos, de campesinos castellanos, de campesinos portugueses, zona de inmigración de comerciantes castellanos, de comerciantes catalanes, entre otras razones porque es una zona muy rica y que era el contacto con la América española en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Y la imagen que tenemos hoy día de la Andalucía, del Valle del Guadalquivir como zona de migración, es de los años 50. Es la que se produce en los años 50 y está relacionada con la represión de los vencedores del golpe de Estado, que no olvidemos, en esa zona empiezan a funcionar como régimen fascista en el verano de 1936, no en 1939. Con lo cual, el componente político de castigo represivo a la población, muchos de inmigrantes andaluces, gaditanos, sevillanos, cordobeses, emigran no porque tuvieran necesidad económica anterior al golpe del Estado, sino por todo lo contrario, comienzan a tener necesidad económica con el franquismo. Y además son los restos, los que quedan, los que no son asesinados, o los que salen o están en las cárceles o salen al exilio, son los que se ven obligados ya a emigrar por el boicot económico que sufren personalmente y por el retroceso en las condiciones económicas que tienen lugar en esa zona. Y yo creo que eso es importante tenerlo presente, estas dos cuestiones, a la hora de entender por qué se produce ese carácter de migración económica y cuáles son las causas que hoy día, como decía esa señora, se mantienen o hacen posible que la cuestión española, yo no la denomino guerra civil española, todas las guerras son civiles, me da igual que sea un español con un francés o un francés con un alemán, ¿no? Es una guerra de la humanidad entre ellos, pero sí guerra de España en cuanto a que fue una guerra fundamentalmente social. Y no podemos olvidar que el único régimen fascista que no fue expulsado después de la Segunda Guerra Mundial fue el español. Si no tenemos presente que el Estado español actual es una reconversión
del régimen fascista de español desde 1939 y que fue mantenido por las democracias europeas y occidentales en general durante los años 50-60, no entenderemos aquella fotografía, por ejemplo, que está ahí presente. ¿Cuáles son los problemas que se encuentra hoy día lo que se ha denominado la cuestión española? Y perdón porque creo que me he extendido demasiado, no era simplemente estando de acuerdo con la exposición general que has hecho. Muy Perdón, importante lo que ha dicho usted. Je quisiera añadir algo, je passe au français peut-être. Oui. D'accord. Alors moi je voulais aussi peut-être faire une intervention en profitant que Lucie a fait quelques puntualisations importantes qui me semblent intéressantes aussi pour le travail qu'on va faire dans les forums, qu'on aimerait faire, et qui a l'autre dimension de ce qu'on pourrait appeler la collaboration économique des démocraties avec les régimes. Donc il y a eu des accords d'importation de la main-d'œuvre en Allemagne, en Belgique, qui ont été signés par l'Espagne franquiste avec des pays de l'Europe. Donc en Allemagne, il y a les Gastarbeiter, c'est vraiment connu. Donc je crois que cette dimension qu'on n'a pas tellement étudiée depuis la perspective des collaborationnismes, terme qu'on utilise souvent pour des autres contextes, mais que je crois a tout son sens dans le cadre de comment les démocraties européennes, et pas seulement européennes, dont les États-Unis, comme vous savez aussi, ont été les autres, qui sont les garants de la légitimité internationale du régime, avec les accords avec Eisenhower. Donc, je crois que ça, c'est une dimension qu'on devrait étudier beaucoup plus, parce qu'il se double d'un autre aspect, qui est l'aspect de l'investissement des entreprises européennes dans l'Espagne franquiste pour profiter d'un marché fermé et des conditions de travail et des conditions d'exploitation, de surexploitation de la main-d'œuvre qui ont été, qui les permettaient, disons aussi, dans certains cas, et qu'ils a permis à long terme, une délocalisation d'une partie de leur production. Moi, je connais l'automobile et il est clair qu'une partie de l'accord qui s'est fait en 70, de l'accord des préférentiels, qui s'appelle l'accord préférentiel entre l'Espagne franquiste et les communautés européennes, qui sera le premier acte juridique d'accord entre les communautés européennes et l'Espagne, s'est fait en grande partie sous la pression de ces intérêts économiques qui se sont constitués dans la période antérieure. Donc je crois que la dimension, et ça c'est une des choses qu'on aimerait, je crois qu'on devrait étudier à partir des forums de la mémoire en particulier, c'est cette dimension des rapports bilatéraux, pas seulement entre les États, mais entre les sociétés des deux pays, dans le cas particulier c'est la Belgique et l'Espagne, parce qu'on ne peut pas oublier, et c'est pour ça que je suis d'accord qu'il y a une dimension internationale ou transnationale, ou au moins européenne très forte dans ce qui va être les conflits et les après-conflits de la question espagnole, qui va être comment des intérêts, pas seulement des intérêts économiques, mais aussi des complicités ou des appuis politiques se tissent entre l'Espagne et la Belgique, par exemple. Il faudra peut-être que je rappelle que quelqu'un comme Léon Degrelle, donc, qui était représentant du fascisme belge, a été accueilli, soutenu, défendu, fait des affaires en Espagne jusqu'à sa mort. Il faudra aussi peut-être que je... Pardon, nationalisé espagnol. Il faudrait peut-être que je rappelle que la femme du roi de Belgique, donc Fabiola, était aussi quelqu'un qui était très lié à la monarchie et à l'Église. Donc, vous savez bien, c'était une intégriste religieuse, si on peut l'appeler. Elle est toujours une intégriste religieuse, si on peut l'appeler ainsi. Donc, il y a des contacts politiques entre les forces conservatrices qui ont permis qu'un régime fasciste subsiste encore pendant longtemps.
Donc je crois que cet aspect des pourquoi et des partis de la société belge qui ont appuyé la dictature d'une façon active et des autres qui l'ont combattu d'une façon active doit faire partie du travail des mémoires démocratiques de ces pays. Et je crois que c'est là-bas où nous, comme forum, on devrait travailler pour affirmer et pour mettre sur la table du débat aussi les non-appuis qui a été donné pendant longtemps, ou l'appui ou les non-appuis qui a été donné à l'exil et à l'opposition antifranquiste, ou à la résistance, parce que c'est le mot qu'on utilise dans des autres contextes, la résistance antifranquiste. Donc ça pourrait aussi s'appliquer à d'autres pays. Donc je parle pour les cas belges, mais on pourrait parler aussi pour les cas français, pour les cas allemands, pour les cas britanniques. Mais une dernière chose que je voudrais dire par rapport à l'intervention de l'Europe que faisait Madame, je crois qu'il faut que aussi les forums soient vigilants et que cette activité qu'on a aujourd'hui dans le cadre de cette exposition qui a été interdite au Parlement européen de la part de la force qui est démocratiquement majoritaire dans le Parlement, c'est le Parti populaire européen. J'aimerais appeler votre attention sur une nouvelle institution qui va être créée par ce même Parlement européen, qui est la Maison d'Histoire de l'Europe, qui a un budget qui a été approuvé démocratiquement par les instances du Parlement européen, qui va être derrière le Parlement européen, qui est chargé de diffuser ce que j'appellerais une histoire officielle de l'Europe et de l'intégration européenne. Donc, dans ce cadre, quel rôle va être donné à la collaboration des démocraties avec le régime franquiste, de l'attitude de ces mêmes démocraties pendant la guerre d'Espagne? Donc, une série de questions que je crois doivent nous porter à être vigilants par rapport à ce qui va se dire là. Comme on sait, la mémoire publique, à travers ce type d'institution, je crois qu'on doit se féliciter qu'il existe des lieux où on peut débattre, où on va ses concitoyens qui peuvent exister pour entretenir une mémoire démocratique. Comme vous savez, ça va être les lieux, bien sûr, des défenses, des points de vue que chacun a par rapport à cette mémoire démocratique et quels doivent être les points fondamentaux ou les lectures qu'on peut faire de cette histoire. Et comme vous savez, pour moi, les gens avec lesquels je travaille, on pense toujours que l'histoire, il y a plusieurs façons de les voir. Ça ne veut pas dire que l'histoire n'est pas seulement un récit. Hein. Il y a une histoire, moi je vois qu'il y a une certaine objectivité, mais qui est construite par les croisements et par l'évidence, et par les évidences historiques, par les travaux scientifiques qui font des chercheurs comme Jean-François ou comme Victor, et que je crois donc une histoire dialectique, une histoire plurielle, doit trouver son expression dans cette maison. Et je crois que c'est à nous, concitoyens et comme forum de la mémoire, ou comme chercheurs, dans certains cas, d'être vigilants pour que des choses qui peut-être peuvent être proches de la manipulation de l'histoire ne se produisent pas dans des lieux publics financés avec notre argent et présentés à des écoles et dans les sphères publiques comme des choses qui sont parties d'un récit objectif. Hein. L'objectivisation, comme on sait de l'histoire, se fait aussi à travers les débats et avec les débats contradictoires et avec les preuves historiques qu'on peut apporter par les biais des archives nouveaux, que je crois c'est des choses, des travaux qu'on les thèses que vous présentez nous montrent, à travers l'histoire orale, l'histoire documentée. Ce que je voulais dire pour ces questions. Donc, le combat n'est pas qu'un combat espagnol, c'est un combat, comme vous dites, Madame, européen, et cette nouvelle institution va créer les lieux, je crois, ou devrait créer les lieux pour que ces questions soient mises sur la table, et c'est à nous de les mettre, s'ils ne sont pas mis sur la table, de demander qu'elles soient mises sur la table. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre intervention, un commentaire? Comme on dit en Espagne, vergüenza, gran vergüenza. Yes. Es una palabra clave. Oui. Mais je crois, je ne sais pas si... On aura l'état peut-être dans les autres interventions qui vont suivre cet après-midi, la possibilité de parler de ça dans la partie
qui va suivre par la suite. Donc après, dans l'après-midi, on va, je crois, approfondir ces points de façon beaucoup plus détaillée. Mais bon, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, comme on va avoir donc la prochaine séance en dîner, je crois, maintenant, peut-être qu'on peut aller manger tranquillement et on va se retrouver tout à l'heure. Donc pour manger ici à Mons, vous pouvez peut-être demander quelque chose. Sinon, à proximité, il y a aussi plein de snacks et de restaurants, donc il y a de la... Mais ici, on peut aussi manger dans la... Et donc, voilà. La tendance est limitée parce que les moyens, il faut